Le 15 juillet 2008, la police arrête Jodi Arias pour avoir tué son copain de 27 coups de couteau et d'une balle dans la tête. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inside Story. Avec une histoire de fou sur une belle femme qui a une tête d'ange, mais derrière cette beauté se cache le diable en personne. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Jodi Arias, un ange devenu démon. En 2008, les Américains entendent très vite parler de cette histoire qui fait la une de tous les journaux et surtout parce que justement la tueuse qui a massacré son petit ami est une très belle femme. Jodi Arias est l'une des détenues les plus célèbres des États-Unis et son procès est suivi par des millions de téléspectateurs américains à la TV. Les téléspectateurs sont fascinés par cette jeune femme au visage d'ange devenue une tueuse froide en massacrant son copain. Jodi Arias est née le 9 juillet 1980 à Salinas, en Californie. Elle a 4 frères et sœurs et une demi-sœur plus âgée. En 1990, dès l'âge de 10 ans, Jodi Arias commence à s'intéresser à la photographie, une passion qui va la poursuivre toute sa vie. Son enfance se passe sans histoire, cependant, elle dira plus tard qu'elle était maltraitée dès ses 7 ans. Elle affirme que ses parents la frappaient avec une cuillère en bois et une ceinture. Jodi est une fille très intelligente et en grandissant, elle devient de plus en plus jolie. Elle est très convoitée par les garçons. À 17 ans, elle décide de quitter la maison familiale et part vivre chez son petit ami de l'époque. Elle continue à s'intéresser à la photographie et travaille dans plusieurs boulots à temps partiel pour se faire un peu de thunes. En septembre 2006, à l'âge de 26 ans, Jodi Arias part à Las Vegas pour participer à une conférence sur les services juridiques prépayés. Sur place, elle rencontre Travis Alexander, qui a 30 ans et travaille comme conférencier motivateur et représentant des ventes pour Prepaid Legal. Il faut savoir que les parents d'Alexander étaient des toxicomanes, ce qui l'a poussé à l'âge de 11 ans à emménager chez ses grands-parents. Mais ses grands-parents sont mormons. Les mormons font partie des adeptes de la secte religieuse qui s'intitule Église de Jésus-Christ, Saint des derniers jours. On peut dire qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup de chance du côté de son éducation. Mais Alexander reste un jeune homme super gentil et attentionné. Dès leur première rencontre, une alchimie va très vite se créer entre Jodi et lui. Très vite, ils vont décider de se mettre en couple. Mais Jodi vit en Californie et Alexander en Arizona. Ils commencent à voyager ensemble en amoureux dans plusieurs États. Leur relation se développe grâce à plus de 82 000 courriels qui se sont échangés et de nombreuses conversations téléphoniques quotidiennes. Ils deviennent complètement accros l'un à l'autre et c'est vraiment le cas de le dire. Alexander devient même le photographe perso de sa petite amie, ce qui est normal, comme Jodi aime la photo et poser depuis toujours. Le 26 novembre 2006, Jodi Arias décide de carrément se faire baptiser dans l'église mormone où Alexander a l'habitude d'aller. Tout ça pour se rapprocher encore plus d'Alexander qui est un mormon pieux. 3 mois plus tard, Alexander et Jodi commencent à se fréquenter exclusivement et c'est là que Jodi décide de déménager en Arizona pour se rapprocher encore plus d'Alexander. Depuis le déménagement de Jodi, leur relation va durer encore 4 mois à peu près avant de se terminer à la fin du mois de juin 2007. Malgré leur séparation, ils vont continuer à se voir de temps en temps et avoir des relations intimes. Les amis d'Alexander diront que Jodi était une femme trop possessive et étouffante et qu'elle ne le laissait jamais respirer. Après la fin de leur relation, Alexander a commencé à fréquenter d'autres femmes, ce qui a fait péter un câble Jodi qui est devenue encore plus jalouse.
Il la soupçonne même d'avoir coupé 2 fois ses pneus et d'avoir envoyé des courriels anonymes le menaçant lui et la femme avec qui il était à cette époque. Il a également dit à ses amis que Jody s'était introduit la nuit par une porte de chien alors qu'il était en train de dormir. Non mais, vous imaginez la malade mentale quoi. Alors malgré les actions assez criminelles que Alexander a subies de la part de Jody, Alexander et Jody ont continué à voyager ensemble en mars 2008 et ont maintenu leur relation intime. Le sport matelas, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais Jody est fatiguée d'être la petite amie secrète d'Alexander et le moment venu, elle décide de partir revivre en Californie. Les preuves montrent que malgré le départ de Jody, Alexander et elle ont continué à s'échanger des messages et des nudes explicites. En juin 2008, Alexander soupçonne Jody d'avoir piraté son compte Facebook et ses comptes bancaires et il en a vraiment assez d'elle. Il lui dit qu'il veut qu'elle reste en dehors de sa vie pour toujours. Mais dire ça à une malade mentale comme Jody, je sais pas si c'est très prudent de la part d'Alexander. Le 2 juin 2008, Aria loue une voiture à l'entreprise Rent-A-Car en Californie et se rend au domicile d'Alexander en Arizona. Elle sonne à la porte et Alexander lui ouvre. Au début, les deux se disputent et Jody est furieuse qu'Alexander ne réponde plus à ses messages et surtout qu'il ait une nouvelle copine. Puis Alexander réussit à calmer Jody et ils vont même s'embrasser et finir même au lit. Après quelques parties de sport matelas, Jody et Alexander s'endorment. Après quelques heures, Alexander se réveille et va dans la salle de bain. Il est suivi par Jody qui prend un couteau dans son sac à main. Une fois dans la salle de bain, elle se jette sur lui, elle le poignarde plusieurs fois dans le dos, 27 fois au total. Alexander s'écroule sur le sol mais est toujours vivant. C'est là que Jody le place dans la baignoire, elle lui coupe la gorge avec le couteau pour qu'il se vide de son sang. Comme si ce n'était pas assez, elle retourne prendre un pistolet qu'elle avait dans son sac à main. Elle revient dans la salle de bain, regarde Alexander qui est en train d'agoniser, elle lui met une balle en plein dans la tête entre les deux yeux. Ensuite, elle fait tout pour effacer un maximum de preuves qu'elle a pu laisser sur place. Puis elle retourne dans sa voiture et elle se casse comme si de rien n'était alors qu'elle vient de commettre un massacre sur son ex-petite amie. Le 4 juin 2008, Jody rentre en Californie et rend la voiture de location à Rent-A-Car. Quelques jours plus tard, les amis d'Alexander s'inquiètent pour lui lorsqu'il a manqué une réunion importante et ne s'est pas présenté pour un voyage prévu à Cancun au Mexique. Le 9 juin 2008, deux de ses amis rentrent chez lui et découvrent l'horreur. Alexander mort allongé dans sa baignoire plein de sang. Ils préviennent immédiatement la police. Les détectives chargés de l'affaire d'Alexander rassemblent le plus de preuves médico-légales sur les lieux du crime. Une caméra est trouvée dans la machine à laver qui semble avoir été mise là-dedans accidentellement avec des habits. Le plus important, c'est que tout le monde savait que Alexander était agacé par les harcèlements de Jody. Et les amis qui ont passé l'appel au 911 ont suggéré que Jody pourrait être impliqué dans la mort d'Alexander. D'autres amis et membres de la famille qui ont été interrogés par les détectives ont également suggéré à la police d'interroger Jody, ce qui est normal. Mais Jody appelle elle-même le détective Esteban Flores chargé du dossier et lui demande des détails sur le meurtre et lui propose de l'aider pour l'enquête. Elle aurait mieux fait de jouer la morte au lieu de faire genre j'ai envie d'aider les enquêteurs. Tari la meuf. Elle affirme qu'elle n'a aucune connaissance du crime et qu'elle a vu Alexander pour la dernière fois en avril 2008. Le 17 juin 2008, la police prend les empreintes digitales et fait un prélèvement pour un test d'ADN à Jody ainsi qu'à des amis proches d'Alexander. 2 jours après avoir pris leurs empreintes digitales, les enquêteurs interrogent Jody sur une série de photos récupérées sur la carte mémoire de l'appareil photo qui a été trouvé dans la machine à laver. Les photos dans l'appareil sont datées du 4 juin 2008. Elle montre des images d'Alexander dans son lit en train de dormir.
probablement quelques minutes avant son assassinat. Et il y a également des images de lui couché dans la baignoire en train de saigner. Et juste en bas de la photo, on voit quoi? Les pieds de Jodi. Donc la meuf est vraiment sérieuse, quoi. Elle oublie l'appareil photo avec des preuves dedans. Deux images qui ont été effacées mais récupérées sont des photos de Jodi nue et posant dans des positions provocantes, également datées du même jour. Mais Jodi continue d'insister sur le fait qu'elle n'a pas vu Alexander depuis le mois d'avril. Une semaine plus tard, les tests du laboratoire ont montré qu'une empreinte sanglante trouvée sur les lieux du meurtre contenait un ADN qui correspond à celui de Jodi et Alexander. Il y a aussi une correspondance d'ADN avec Jodi sur ses cheveux qui ont été trouvés sur le lieu du crime. Mais pour l'instant, Jodi n'est toujours pas arrêtée. Au cours des semaines suivantes, Jodi assiste à une cérémonie commémorative pour Alexander. Elle écrit même une longue lettre de sympathie à la grand-mère d'Alexander. Elle envoie carrément des fleurs à sa famille et publie même des messages pleins d'amour à propos d'Alexander sur son MySpace. Entre-temps, les détectives font un lien avec le cambriolage qui a eu lieu le 28 mai 2008 chez les grands-parents de Jodi. Eh oui, les grands-parents de Jodi ont été cambriolés. Parmi les objets manquants, il y avait un pistolet automatique Colt de calibre 25 qui n'a jamais été retrouvé. Et là est la preuve, c'est que la balle retirée du crâne d'Alexander correspond justement à cette arme qui a été volée chez les grands-parents de Jodi. Le 15 juillet 2008, Jodi Arias se fait enfin arrêter et accusé de meurtre au premier degré. En septembre 2008, Jodi est extradé en Arizona pour y être jugé. Quelques jours à peine après son incarcération en Arizona, Jodi a accordé une interview à la République de l'Arizona. Au cours de l'entretien, elle insiste sur le fait qu'elle est innocente et qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre d'Alexander. Mais elle n'explique pas pourquoi son ADN a été retrouvé sur les lieux du meurtre. Le 24 septembre 2008, l'émission télévisée Inside Edition a également interviewé Jodi. Mais cette fois-ci, elle a avoué qu'elle était avec Alexander au moment de son assassinat et que ce sont deux intrus qui l'ont tué et non elle. La meuf s'enfonce de plus en plus. Je pense qu'elle aurait jamais dû faire d'interview. Elle explique ensuite le meurtre dans une autre interview encore accordée à 48 heures le 23 juin 2009. Elle déclare qu'il y a eu une intrusion de voleurs chez Alexander et qu'elle a été miraculeusement épargnée. Selon l'histoire de Jodi, Alexander jouait avec son nouvel appareil photo et tout d'un coup elle a entendu un bruit sourd. Elle est allée voir, elle a vu Alexander qui était allongé sur le sol. On y croit tous, vraiment. Puis elle dit qu'elle a levé les yeux et elle a vu un homme et une femme, tous deux vêtus de noir, se rapprochant d'elle. Ils portaient un couteau et une arme à feu. Elle dit que l'homme avait pointé son arme sur elle et avait appuyé sur la gâchette mais que rien ne s'est passé. Jodi dit ensuite qu'elle est sortie de la maison en courant, laissant Alexander sans regarder derrière elle. Toujours dans la même interview, elle explique que la raison pour laquelle elle n'a pas appelé la police était parce qu'elle craignait pour sa vie et que dans la peur, elle est retournée chez elle en Californie. Le 2 janvier 2013, le procès contre Jodi Arias s'est ouvert à la Cour supérieure du comté de Maricopa. Le procès a été diffusé en direct à la TV et a attiré l'attention du monde entier. Les avocats de Jodi nommés par le tribunal affirment que Jodi a tué Alexander en légitime défense. Jodi va passer 18 jours à la barre des témoins et raconte qu'elle a été victime de violences de la part de ses parents étant petite. Et elle décrit au jury comment la relation avec Alexander était devenue violente sur le plan verbal et physique. Mais peu importe l'histoire que Jodi raconte, elle ne peut rien faire face aux preuves qui ont été trouvées sur les lieux, l'accusant d'avoir été la seule personne ce jour-là sur les lieux du crime. Après 15 heures de délibération, le jury déclare Jodi Arias coupable de meurtre au premier degré. Le 23 mai 2013, pendant la phase de détermination de la peine, le jury n'a pas pu se prononcer à l'unanimité pour la peine de mort ou pour la prison à vie. Donc un deuxième jury s'est réuni le 20 octobre 2013. Mais une nouvelle fois, ils étaient également dans l'impasse, 11 à 1 en faveur de la peine de mort. Donc c'est-à-dire que 11 personnes étaient d'accord pour mettre la peine de mort à Jodi, mais qu'une seule n'était pas d'accord et était contre ça, ils voulaient mettre la peine maximale en prison.
Le 13 avril 2014, les jurés se mettent enfin d'accord et Jodi Arias est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En prison, Jodi est connue comme une manipulatrice très dangereuse et s'est battue même plusieurs fois avec des détenus. Elle est aussi connue pour avoir souvent chauffé les gardiens en prison contre des services ou juste pour avoir de la meilleure nourriture en secret dans sa cellule. Jodi Arias est toujours vivante et a 41 ans. Elle réside actuellement à la prison d'Arizona State. Elle est classée comme prisonnière de niveau 5 à haut risque et demeure en sécurité maximale. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Jodi Arias. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce en l'air et me dire en commentaire si vous connaissiez déjà son histoire. Et dites-moi également en commentaire si j'ai oublié des détails ou autres. Je remercie bien sûr tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent. Ça fait vraiment plaisir. Et partagez la vidéo un maximum. Merci. Quant à moi, je vous dis fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. Stay Inside TV.